Traduction infidèle. Je n'étais pas revenu dans mon ancien garni de Baker Street depuis près d'un an et, tandis que Holmes trimait laborieusement sur ses 20 pages de français dactylographié, griffonnait des notes et consultait un Larousse astérisque 1, j'arpentais l'appartement, remarquant ici et là quelques transformations et améliorations. Les lampes à incandescence, au 221B comme ailleurs, avaient depuis longtemps été remplacées par des lampes à gaz. Le portrait du général Gordon n'était plus exposé. Le courrier de Holmes, à ma grande déception, n'était plus fiché par un canif au manteau de la cheminée. Le détective était bien trop célèbre à présent pour un tel expédient primitif, pour ne pas dire bohémien, et, en lieu et place de mon ancien poste de travail, un secrétaire à cylindre massif garni de cases assumait cette tâche, même si je notais avec un sourire que les compartiments eux-mêmes débordaient de papiers indisciplinés, dont des factures et des reçus en sus du courrier. C'est avec soulagement que je notais l'absence, à son emplacement habituel sur le manteau, du bel étui en maroquin où reposait la seringue létale dont j'avais bruyamment décrié l'usage dans le passé. Holmes aurait pu choisir de le cacher, mais je ne le jugeais guère probable, il ignorait que je comptais venir. J'étais heureux à l'idée qu'il semblait s'être débarrassé à jamais de cette détestable habitude. Très répétitif, marmonna sous cape le détective tandis que je poursuivais mon inventaire. Il n'était pas nécessaire d'en écrire autant. Un téléphone était à présent coincé sur la table en pin déjà bien encombré, avec son matériel de chimie odoriférant, plus ou moins tel que je l'avais connu et inhalé. De la babouche qui contenait autrefois son tabac, je ne vis nulle trace, même si, à dire vrai, cet article avait été abandonné bien avant que je ne quitte mes appartements. Son emplacement réservé, et le mauvais tabac de Holmes qui le jouxtait, avaient été usurpés par une boîte foncée de Balkan Sobrani. Le succès avait accompli quelques incursions dans l'intimité de mon ami. Certaines excentricités avaient cédé le pas devant le confort matériel. M'échinant à ignorer les grognements injurieux du détective, je pris le cadeau de Juliet et tentai de comprendre guère épais. Je fus quelque peu dérouté devant des parties du premier chapitre restituées en français, l'intention du comte Tolstoï de toute évidence, avant de me rappeler que la belle-sœur de mon épouse le parlait également couramment. Dites donc, Holmes, encore 5 minutes, Watson. Obéissant, je tentais de combler cette attente en articulant certains de ces noms russes, c'était sans espoir. Dieu merci, il ne fallut pas 5 minutes avant que mon compagnon ne jette son stylo à travers la pièce en poussant un juron. Voilà, en tout cas, c'est le mieux que je puisse faire, marmonna-t-il. Nous fûmes interrompus par des coups à la porte et Madame Hudson, ses cheveux tout à fait blancs à présent, vint nous informer que Mycroft Holmes était en bas dans l'entrée. Il ne perdait vraiment pas de temps. Dr Watson, s'exclama notre logeuse, la joie illuminant son visage, j'ignorais que vous étiez là. Avez-vous remarqué, nous disposons d'un téléphone à présent. Dieu du ciel, vous êtes trempé. Donnez-moi votre manteau pour que je le mette à sécher près de notre radiateur. Ces messieurs veulent-ils du thé? J'acceptai et elle se retira pour vaquer à sa tâche, emportant mon malheureux par-dessus. Perdu dans ses pensées, Holmes regardait la circulation des heures d'affluence par la fenêtre en saillie, pendant que les halètements puissants de Mycroft résonnaient dans l'escalier. Je savais que le détective réexaminait mentalement ce qu'il avait réussi à extraire du tapuscrit français. Il fallut près de 2 minutes à son énorme frère pour retrouver assez de souffle et entamer une conversation. Eh bien, réussit-il enfin à dire. Holmes se tourna, dos à la fenêtre, mains croisées derrière lui. Puis-je vous demander comment vous êtes entré en possession de ces étranges pages? Vous ne le pouvez pas. Je vais donc vous le dire. Le détective leva la page de titre tachée de rose. Elles ont été récupérées par un bateau de police sur le cadavre d'une femme aux cheveux blonds tirant sur le roux dont le corps a été retrouvé avant-hier, flottant sur la Tamise près de London Bridge. Mycroft, c'était évident, envisagea un déni catégorique, mais abandonna l'idée en regardant le détective.
Ses énormes épaules s'affaissèrent. Elle s'appelait Mania Lipman, et elle était, ici, il hésita. À mon service. Un agent vraiment dévoué. Elle a donné sa vie pour ses feuillets. En effet, ce fait pesait lourdement sur ses épaules. Soyez gentil de me rendre la page marquée de son sang. Holmes lui tendit délicatement la feuille tachée de rose. D'un geste proche de la révérence, Mycroft plia le papier et le glissa dans son portefeuille. Pendant ce temps, son frère s'approcha de son bureau et se pencha sur ses notes. Si j'ai bien compris ce que j'ai lu, dit-il lentement, ces pages se prétendent le procès-verbal de la réunion secrète d'un conclave de juifs qui projette de s'emparer du monde. Il l'énonça d'un ton sciemment neutre, comme s'il commentait le regrettable report d'un test match *2. Sans me laisser le temps d'articuler une réponse stupéfaite, Madame Hudson revint avec le service à thé et nous attendîmes dans un silence pesant qu'elle remplisse et distribue les tasses, tout en y allant de ses commentaires sur la météo inclémente, ma réapparition bienvenue, et son intention d'aller voir le dernier spectacle à la mode dans le West End, le Mouron Rouge, au New Théâtre. Enfin, si elle pouvait obtenir un billet. Plutôt deux, d'ailleurs, puisque son frère Astérisque 3 avait exprimé un désir similaire d'aller. Mycroft lui assura d'une voix douce qu'il lui fournirait les 2 billets convoités, après quoi elle se retira et je posai ma question. Un complot visant à s'emparer du monde. Allons, cela a-t-il un sens? Holmes regarda son frère, qui sirotait son thé en silence. J'ai bien dit qu'il s'agissait d'une affaire délicate, fit-il remarquer. Réfléchissez, poursuivit-il sans laisser le temps au détective d'intervenir, les Juifs ont toujours exercé une influence disproportionnée au regard de leur faible nombre. Dans les arts, les sciences, et bien entendu la finance. Même en politique. Rappelez-vous Feu Beaconsfield, un Premier ministre tenu en très haute estime et très apprécié de notre regrettée Majesté *4. De plus, Sherlock, il me semble que vous avez acheté votre Stradivarius à un juif de Tottenham Court Road. Vous avez au moins par 2 fois aidé des clients juifs, dont un médecin viennois qui, si je ne m'abuse, vous a à son tour aidé, ainsi qu'un certain capitaine d'artillerie du haut commandement français accusé de trahison, rien de moins. Vous savez parfaitement que le capitaine Dreyfus a été gracié, martela Holmes, son impatience de plus en plus manifeste. Mais il y a bien eu trahison dans cette affaire, lui rappela doucement Mycroft. Quelle impudence! Son frère refusa d'en discuter, revenant aux pages sous ses yeux comme un chien s'attaquant à un os. Mycroft, qui était cette Mania Lipman qui repose malencontreusement à la morgue à présent. Mania est un prénom russe, n'est-ce pas? Je vous le redemande, comment êtes-vous entré en possession de ce document? Ou plutôt, comment l'a-t-elle obtenu? Je ne suis pas autorisé à vous le dire. Holmes leva les mains d'un geste exaspéré. Watson, nous avons été mystifiés. Holmes, il a été remis à notre agent à Paris, concéda Mycroft d'un ton pareillement exaspéré. Êtes-vous satisfait? Certainement pas. Par qui? Mycroft fixa le cadet des Holmes d'un regard dur. Mycroft, ces pages sont totalement absurdes. Expliquez-moi, ordonna son frère. Holmes se prépara, un peu à la manière d'un cheval avant de s'essayer à une série de sauts. Tout d'abord, quelle langue parlent les Juifs? Entre eux, précisa-t-il. L'hébreu. Mycroft émit un son, entre éclats de rire et soupirs. Pas depuis 5000 ans, hormis dans leur liturgie, annonça-t-il pour éclairer le détective. Les Juifs partagent une langue commune, le yiddish, un ensemble de parlers allemands parsemés d'interpolations hébraïques. Je lis plus ou moins le yiddish pour ma part, ajouta-t-il avec une satisfaction évidente. Le yiddish, répéta Holmes. Ainsi, un juif du Turkestan, par exemple, et un autre du Brésil ou de Londres, pourquoi pas, n'aurait aucun mal à communiquer dans cette langue. C'est cela. Pourtant, ces pages, qui se veulent le procès-verbal d'une assemblée clandestine de juifs, ne sont pas rédigées en yiddish, mais en français.
Pourquoi? Il haussa les épaules. Une coterie de juifs qui parle de domination du monde à d'autres juifs, en secret, se sert du français. Le français, langue généralement admise comme celle de la diplomatie. Primo, à lui seul, ce fait est révélateur, si je puis dire, et le mot est faible. Mais, le document ne pourrait-il être une traduction française du yiddish? Intervinge. Ces notes pourraient avoir été prises par un espion, ou une personne à qui celui-ci aurait ensuite transmis l'original yiddish pour le faire traduire. Mycroft me gratifia d'une expression proche de la gratitude, mais le détective, loin d'être convaincu, secoua la tête. Impossible, Watson. Secondo, reprit-il en insérant ses pouces dans les poches de son gilet et en se campant sur ses jambes écartées. Prenez cet article numéro 18. Il hésita brièvement, étudiant la phrase avant de la lire à voix haute. L'heure est venue pour les Juifs de s'éveiller et de prendre le contrôle de l'industrie, des devises et de la culture, de revendiquer notre pouvoir latent et de rayer les goyim de la surface de la terre, pour la gloire éternelle de la race hébraïque. Nous restâmes momentanément silencieux, muets devant ce manifeste glaçant, pendant que Holmes nous observait en passant une main sur sa bouche. Vraiment, souffla-t-il avec un certain mépris. Un passage d'une réunion dite secrète, qui incrimine pleinement ses auteurs, avec la subtilité de Richard III avertissant le public de ses projets, est rédigé dans une langue compréhensible dans toute l'Europe. Mirabile dictu. Allons, je dirais plutôt qu'il implique les esprits malveillants qui se sentent opportunément tenus de détailler non seulement leurs projets grandioses, mais jusqu'à leur motivation, dont on pourrait penser qu'elles sont depuis longtemps comprises et approuvées des participants. D'ailleurs, pourquoi ce credo fielleux ne figure-t-il pas dans le tout premier protocole? Je vous rappelle le chapitre 12 d'Alice au pays des merveilles. Mycroft releva le défi et cita de mémoire, règle 42, toute personne ayant une taille de plus d'1 mille de haut devra quitter la cour, dit-il avec un sourire circonspect, évocateur d'un passé commun et ajoutant, c'est la règle la plus ancienne qu'il y ait dans le livre. Alors elle devrait porter le numéro 1, conclut un Holmes triomphant en tapotant la page. Comme cela aurait dû être le cas de cette déclaration d'intention générale. De plus, je dois dire, pour un document aussi volumineux qui prétend rendre compte d'une réunion clandestine, tout ce qu'il a à présenter pourrait tenir en 3 ou 4 lignes, une page ou 2 tout au plus. Le reste n'est qu'une répétition sans fin de la thèse invraisemblable qu'il défend, à savoir la domination du monde par les Juifs. D'ailleurs, pourquoi ces mêmes Juifs, quels qu'ils soient, prendraient-ils la peine de laisser une trace compromettante de leur plan infâme? Vous insinuez donc que ce document est apocryphe, dit Mycroft. Ce que j'en ai vu, et dans la limite de mes maigres capacités de traducteur, soulève en effet des doutes. Les meilleurs faux sont trop complaisants, ils s'efforcent de s'attirer les faveurs des crédules. Comme les tours de magie, créés pour un public désireux de croire. Celui-ci semble spécialement calibré pour répondre aux peurs et aux attentes les plus sombres de gens qui nourrissent une haine envers la communauté juive. Et cela, poursuivit le détective, petit doigt pointé sur une partie du texte en question. Ici, tout est en français, hormis un mot écrit avec une majuscule, goyim. D'après le contexte, il s'agit de toute évidence d'un synonyme pour non-croyant ou gentil. Suis-je censé croire qu'un document supposément officiel, ce qu'il prétend être, délibérément, quoiqu'inexplicablement rédigé en français, bascule néanmoins dans le yiddish quand son souci majeur est la discrétion? Qui diable serait assez stupide pour employer un mot qui le révélera comme l'auteur alors qu'il veut cacher son sens véritable aux yeux profanes? Il poussa le soupir de l'homme fier de sa prestation. Il n'y a nulle cabale, juste un canular. Je pense pouvoir dire qu'il n'y a eu aucune réunion secrète de juifs. Mania Lippmann, qui qu'elle ait été, a donné sa vie pour rien. Mycroft se renfonça tristement dans son siège. Ah mais si, voyez-vous, il y en a eu. Eu quoi? Des réunions de juifs en Suisse. Holmes,
qui avait repris sa posture suffisante à la fenêtre, pivota alors sous le coup de la surprise. Plaît-il? Des réunions, non pas secrètes, concéda Mycroft, mais annuelles de juifs venant des 4 coins du monde. À Bâle, ajouta-t-il sombrement. Des réunions, répéta Holmes avec une perplexité évidente. Depuis 6 ans. Vous l'ignoriez. Ce n'est pas vraiment un secret, Sherlock, mais il est vrai que vous ne lisez jamais rien d'autre que les petites annonces. Je voyais bien que cette information avait ébranlé mon ami, pourtant je devais bien reconnaître qu'il m'était arrivé de lire 1 ou 2 articles sur ces rassemblements dans le Daily Telegraph. Sous quel, Holmes chercha le mot, auspice ces assemblées de juifs se sont-elles réunies? Ils se font appeler sionistes, et elles ont été convoquées par un certain Theodor Herzl, un journaliste hongrois charismatique. Leur but avoué est l'obtention d'une patrie juive, mais la question qui pourrait nous préoccuper est celle de leur but réel. Holmes secouait toujours la tête. Je sais que ce bon Watson a indiqué ailleurs que mes connaissances en politique étaient faibles *5, a raison peut-être, mais j'ai du mal à croire que certains des plus puissants, voire estimables, citoyens de cette île couronnée, financiers et philanthropes, le baron Rothschild, feu Sir Moses Montefiore, ancien shérif de la ville de Londres, Sir Samuel Montagu et autres, soient impliqués dans une sorte de complot international. Insinueriez-vous que ces hommes, pour beaucoup capitaines et commandants de la finance, font cause commune avec les disciples de Karl Marx pour bouleverser l'ordre mondial? Des banquiers de mèche avec des socialistes. Une telle collaboration byzantine ne peut résulter que d'un esprit malade. Mycroft étudia son frère avant de répondre. J'ai tendance à en convenir. Certes, aucun des hommes que vous avez cités n'aurait, à notre connaissance, participé à ces congrès, mais nous disposons de preuves solides de la contribution financière de certains. Nous nous trouvons là dans une situation déplaisante, mais nous devons comprendre ce qui se passe et si cela peut avoir une incidence sur la sécurité nationale. Certaines implications troublantes restent en suspens, ajouta-t-il après une seconde d'hésitation. Telles que, Mycroft sortit un papier de sa poche de poitrine et le déplia. Voici le texte d'une allocution que le très honorable membre du Parlement d'Oldham a officiellement prononcée récemment, commença-t-il, et, chaussant des lunettes à monture en écaille, il se lança. Les adhérents de cette sinistre confédération sont pour la plupart des hommes qui ont grandi au sein des populations malheureuses des pays où les Juifs sont persécutés à cause de leur race. La plupart, sinon tous, ont abandonné la foi de leurs ancêtres et effacé de leur esprit toutes les espérances spirituelles pour le monde à venir. Ce mouvement parmi les Juifs n'est pas nouveau. Depuis l'époque de Karl Marx, ici à Londres, jusqu'à Emma Goldman aux États-Unis, ce complot mondial pour le renversement de la civilisation et la reconstitution de la société sur la base du développement zéro, de la malveillance envieuse, et de l'impossible égalité, n'a cessé de croître. Il a été la source principale de chaque mouvement subversif pendant le XIXe siècle, et maintenant pour finir, la voix de Mycroft s'éteignit et il retira ses lunettes. Monsieur Churchill poursuit dans cette veine pendant un bon bout de temps. Churchill, m'exclamai-je, cet homme avide de publicité, qui se vante toujours de ses exploits pendant la guerre *6. Alors que j'étais moi-même un vétéran et pouvais prétendre à certains honneurs, je trouvais particulièrement odieuses les singeries de Churchill visant à assurer sa propre promotion. Peut-être Monsieur Churchill est-il avide de publicité, et peut-être sa mère américaine, une veuve, est-elle de mœurs légères puisqu'elle vient d'épouser un homme du même âge que son fils, cela ne change rien à la formidable éloquence du jeune Churchill. Et ce n'est pas tout. Quoi d'autre? Demanda Holmes. Il semblait fatigué. Mycroft retrouva cet air gêné qui m'était de plus en plus familier. Plus je découvrais ce singulier document, plus ses effets me semblaient néfastes. Comme vous le savez, ici, il choisit ces mots comme s'il traversait un champ de mine sur la pointe des pieds. Président actuel d'une grande demeure près du Mal était, dans sa jeunesse,
plutôt dépensier et avait des dettes considérables de part et d'autre de la Manche. Holmes devint encore plus pâle que d'habitude. S'agit-il d'une très grande demeure? Une grande demeure au bout du mal. C'est cela. Holmes passa une main nerveuse devant sa bouche. J'ai cru comprendre que les obligations du propriétaire de cette maison avaient été depuis longtemps réglées par un ami. Oui, un ami juif. Sir Ernest Cassel est catholique, voyons. Protestai-je. L'amitié de longue date entre le riche banquier et l'occupant de la maison était de notoriété publique. Il s'est converti pour se marier *7, m'informa Mycroft d'un ton suggérant que dans sa taxonomie la conversion était sans importance. Et nous croyons comprendre que Sir Ernest a toujours en sa possession certaines obligations supplémentaires de la part du résident de la grande maison près du mal, conclut-il maladroitement. Nous restâmes plongés dans un silence ponctué du tic-tac d'une grande horloge dont je n'avais jusque-là pas remarqué le bruit. Holmes était dans sa bergère habituelle, dont le tissu, je le voyais à présent, avait grand besoin d'être changé. Du crin de cheval ressemblant à des intestins s'évadaient du bras droit. Indifférent au déversement, Holmes passa une jambe efflanquée par-dessus une voilette effilochée, bourrant pensivement sa pipe en cerisier noirci avec le contenu de la boîte de Balkan Sobrani. La solution la plus immédiate au problème serait certainement d'envoyer quelqu'un du Foreign Office, du Diogène s'entretenir avec Herzl pour lui poser ces questions. Suggérai-je. Mycroft me regarda tristement. Et c'est ce que nous avons fait. Il y a 6 mois, nous avons envoyé une fois encore, le choix soigneux d'un euphémisme. Émissaire pour interroger Herzl, comme vous le nommez, en Autriche et lui poser justement ces questions. Et, Holmes craqua une allumette. Malheureusement, Herzl est mort soudainement, avant que l'entretien ne puisse avoir lieu *8. Mort soudainement. Nous nous exclamâmes, Holmes et moi, d'une même voix. Le détective était maintenant tout ouïe. Oubliant d'allumer sa pipe, il ne se rappela l'allumer que quand la flamme lui brûla les doigts, sur quoi il l'éteignit prestement. À l'âge avancé de 44 ans. Ils mettent cela sur le compte d'une crise cardiaque, ajouta Mycroft d'un ton dépourvu d'inflexion. Soupçonnez-vous un acte criminel? Demanda le détective, adoptant le même ton réservé. Quel serait donc le mobile? Vous m'étonnez, mon frère. On me demande d'examiner un ensemble de documents censés détailler un complot juif visant à dominer le monde quand bien même le style est informe, mais passons, ces documents sont retrouvés en possession d'une des vôtres, morte en les remettant, et pour finir, vous portez mon attention sur un juif exalté qui organise des assemblées annuelles de ses coreligionnaires en Suisse, et vous me demandez de fournir un mobile à son assassinat. Mais selon votre théorie, ces papiers sont faux, intervins-je. Peu importe, rétorqua le détective, toujours face à son frère. Si leur but est de provoquer l'élimination d'une figure énergique des affaires juives, ils auront sans doute atteint les objectifs de leurs auteurs. Il suffit aux crédules d'apprendre que les Juifs se sont réunis, quelle qu'en soit la raison, pour placer Theodor Herzl dans leur viseur. De même, argumenta-t-il, votre intrépide agent pourrait avoir été assassiné non pas pour l'empêcher de vous remettre ces protocoles prétendument compromettants, mais pour vous convaincre de leur authenticité. Sinon, pourquoi les avoir laissés en sa possession après l'avoir tué? Supposons un instant, poursuivit-il, que les protocoles soient authentiques, le compte-rendu d'un funeste complot juif à grande échelle, et que votre agent réussit on ne sait comment à s'en procurer une copie. Des membres affolés de la cabale la devancent à Londres, où elle est tuée pour empêcher que leur infâme projet ne soit révélé. Oui, alors pourquoi laisser justement ces documents en sa possession? Cela n'a aucun sens. Sauf si vous admettez mon hypothèse selon laquelle ces papiers sont des faux et la pauvre femme a été abattue pour leur donner l'apparence de l'authenticité, ce que les auteurs du crime ne pouvaient accomplir sans les lui laisser afin que vous les trouviez et que vous en tiriez vos conclusions malveillantes. À Paris, votre agent n'a pas infiltré un complot juif, elle a infiltré un complot visant à impliquer des juifs à quelle fin, ou par qui,
Cela reste à voir. Quant à Theodor Herzl, le sujet n'est pas Theodor Herzl, lui rappela son frère. Mais les protocoles des sages de Sion. À mon avis, c'est une seule et même chose. Indépendamment du mobile, quelqu'un était prêt à tuer pour ces documents. L'horloge égrena plusieurs autres minutes. Les doigts boudinés de Mycroft tambourinaient impatiemment sur le bras droit de son fauteuil. Mon compagnon rassemblait ses idées. Mon thé était à présent glacé. J'imagine, Mycroft, que si, comme vous le dites, des Juifs du monde entier étaient présents à une ou plusieurs de ces réunions, il devait bien y avoir des gens d'ici parmi eux, non. J'y venais, concéda Mycroft, de toute évidence compte d'être enfin en terrain plus connu. Un de vos collègues de l'université de Manchester était présent à plusieurs des réunions annuelles. Un de mes collègues. Quelle sorte de collègue? Un chimiste, lui aussi. Né en Russie, élevé en Allemagne, l'un dans l'autre, plutôt cosmopolite. Il a pris un poste de conférencier à l'université il y a moins de 2 ans. Le gouvernement de Sa Majesté apprécierait que vous lui parliez. Holmes fit la grimace. Ce serait une aide inestimable si le gouvernement de Sa Majesté fournissait à son humble serviteur le nom de mon collègue chimiste à Manchester. Cela permettrait de réduire mon champ de recherche, Mycroft. Le pince sans rire était leur spécialité. Oh, veuillez me pardonner. Mycroft chercha son agenda et déchira une nouvelle page, de taille et de forme similaire à celle qu'il avait fourrée dans la main du détective la veille au soir. Holmes la prit et lut. Le professeur Charles Weitzman. C'est exact. Le professeur Weitzman répondra sans aucun doute à certaines de vos questions. De vos questions? Le corrigea Holmes à son tour. Il ne s'en lassait jamais. Mycroft ignora la pique et se hissa sur ses pieds avec effort. Puis-je montrer ces pages à ma belle-sœur? Demandai-je à l'instant où il rejoignait la porte. Une main sur la poignée, l'autre saisissant son épaisse canne, Mycroft se retourna. Madame Garnett. Pourquoi? Son français est excellent, et nous avons maintenant mentionné la Russie 3 fois au cours de cette conversation. Il pourrait être utile qu'une personne versée dans les 2 langues puisse l'examiner. Je suppose que le russe ne fait pas partie des 6 langues que vous maîtrisez. Mycroft hésita. Je voyais tourner les rouages dans ce gros cerveau. La place d'une femme est au foyer, reconnaissant avec tristesse que cette position subissait déjà des assauts. Mania Lipman n'était pas au foyer, signala doucement Holmes. Son frère rougit. Quoi qu'il en soit, ma belle-sœur travaille chez elle, ajoutai-je, cherchant à l'apaiser. Le ménage de votre belle-sœur est décidément loin d'être orthodoxe. Tous ces artistes et ces intellectuels. Mycroft, loin d'être convaincu, se souvint d'ôter et de ranger ses lunettes. Constance est une excellente traductrice. En 3 langues. Sans qu'il fût nécessaire de le préciser, je savais que le nom de Mania Lipman, de qui l'on pouvait justement en dire autant, nous vint à l'esprit. Et on s'était débarrassé d'elle. J'assumerai la pleine responsabilité de ces pages. Mycroft regarda brièvement Holmes, puis moi. Je conserve l'original. Vous ne devez pas quitter les autres des yeux. Je vous le promets solennellement. Si vous les croyez menacés, détruisez-les. Je le ferai *9. Sans même un au revoir, Mycroft quitta la pièce et descendit l'escalier d'un pas lourd. Nous restâmes seuls, le détective et moi. Il alluma enfin sa pipe sans rien dire, jeta l'allumette dans l'âtre, se rassit et fixa le vide, expulsant des nuages de fumée comme s'il envoyait des signaux. À quoi pensez-vous? Je me demande ce qui est préférable. Préférable. Oui. Est-il préférable que ces affreuses pages se révèlent authentiques ou fallacieuses? Fallacieuses? Voyons. La réponse me semblait aller de soi. Le détective ne dit rien. Madame Hudson, anticipant mon départ, revint avec mon manteau, à présent agréablement sec et chaud. C'était maintenant mon tour d'hésiter, main sur la poignée. Irez-vous à Manchester? Dans la matinée. Et vous irez consulter Madame Garnett. Pourquoi pas? Il me gratifia d'un mince sourire. Oui, pourquoi pas? Mais tout d'abord,
Si je ne m'abuse, il nous incombe de rendre visite à Monsieur Brownlow Jr. Voyant que je n'y étais pas du tout, le détective sourit et m'éclaira. Le médecin légiste. Astérisque 1. Holmes devait posséder l'une des premières éditions de ce précieux dictionnaire de référence. Astérisque 2. Cela fait référence au cricket, jeu incompréhensible à tout Américain. Astérisque 3. À ce que j'en sais, c'est l'unique référence aux frères de Martha Hudson. Astérisque 4. Lord Beaconsfield, alias le Premier ministre Benjamin Disraeli. La reine Victoria aimait à le surnommer Dizzy. Astérisque 5. C'est dans une étude en rouge que Watson qualifie de « faibles » les connaissances de Holmes en politique. Astérisque 6. 6 ans plus tôt, pendant la guerre des bourgs, un Winston Churchill de 25 ans réussit une audacieuse évasion de prison, dont il fit fructifier l'issue bienheureuse en une carrière parlementaire, pendant qu'à l'inverse Watson, gravement blessé à la bataille de Maiwand pendant la Seconde Guerre anglo-afghane, 1880, dut quitter le service avec une solde de soldats qui ne lui fut versée que pendant 9 mois à peine. Astérisque 7. Cassel est le grand-père d'Edwina Ashley, qui, devenue Lady Mountbatten, fut la dernière vice-reine des Indes britanniques. Elle vécut une histoire d'amour passionné avec le premier ministre indien, Jawaharlal Nehru. Astérisque 8. En juillet 1904 à Edlar, un village de Reichenau en der Rax. Astérisque 9. Il semblerait que les dossiers top secrets étaient traités avec plus de désinvolture à l'époque. Vraiment. De nos jours, les agents de l'État rapportent chez eux des documents confidentiels, se trompent de serveurs de messagerie, ou les divulguent à qui mieux. Rien n'a peut-être vraiment changé. 3 mensonges à profusion. Holmes et moi avions une grande pratique de la morgue municipale, ces pièces sépulcrales et glaciales, où nous nous étions souvent rendus au cours de nos nombreuses enquêtes. L'espace voûté carrelé de blanc empestait toujours l'odeur âcre du phénol, qui ne parvenait néanmoins pas à masquer les éternels relents de putréfaction. Une longue exposition professionnelle ne m'avait pas immunisé contre la puanteur bilieuse de la mortalité. Le détective et moi nous collâmes des cache-colles sur le nez. Nous connaissions bien Brownlow Jr., le médecin légiste en chef, et bénéficions, si l'on peut dire, de privilèges accordés aux invités. Brownlow père occupait le poste avant lui, jusqu'à son inexplicable disparition. Astérisque 1. Le fils nous mena à présent à la table sur laquelle la dépouille de Mania Lipman était exposée à notre intention avec une indifférence clinique. Ses poumons étaient emplis d'eau. Et je crains que les carpes ne se soient servies, ajouta Brownlow à voix basse, comme à contre-cœur, tel un homme qui, s'il s'était écouté, n'aurait jamais abordé le sujet. En effet, les poissons avaient commencé à se gaver, mais la cause évidente du décès était cette unique incision profonde sous le sein gauche, qui provenait d'une lame de la taille d'un couteau de boucher, selon moi, et cette blessure fatale avait manifestement été assenée par un individu plus grand dans un mouvement descendant et violent. Hormis les dégâts des carpes, aucun autre signe de violence n'était visible sur le corps, démesurément gonflé et dans un état de décomposition avancée. Les cheveux de la victime, de la couleur et de la consistance de la paille à présent, étaient étalés autour de ses fines épaules. Ses traits étaient impossibles à deviner. Était-elle jeune ou âgée, charmante ou quelconque? Il n'en demeurait nulle trace. Ses paupières, fort heureusement fermées sur la liquéfaction interne, m'empêchèrent de connaître la couleur de ses yeux, mais ce qu'il en restait coulait à présent sur ses joues ridées, comme des larmes. Le détective se pencha et examina ses ongles, utilisant à cette fin sa sempiternelle loupe. « Que cherchez-vous, Holmes ? Du papier. Oui, il y en a encore. Cette femme courageuse s'y est accrochée jusqu'au bout. » Il se redressa et s'adressa au légiste. « Combien de temps est-elle restée dans la Tamise ? » Le petit homme fronça les sourcils. « D'après mes estimations, moins de 24 heures. Permettez-moi une prophétie. L'arme du crime est-elle restée dans le corps ? » Brownlow jeta un regard surpris au détective. « Mais, oui, nous l'avons là. Comment le saviez-vous ?
Dépliant une toile de jute, le légiste sortit un couteau d'une forme caractéristique. C'est un couteau de boucher cachère, nous informa-t-il. Une étoile de David était de fait gravée sur la lame, visible derrière les taches de sang. Holmes faillit sourire. Ils sont très bons, murmura-t-il. Atrocement bons. Les Juifs, ceux qui cherchent à les impliquer. Sinon pourquoi laisser l'arme et les documents sur les lieux du crime de manière aussi évidente? Comment a-t-elle été identifiée? Les questions du détective étaient, comme toujours dans de telles circonstances, simples et directes. Le légiste sia. Le Yard a fait venir un homme du Foreign Office. Corpulent. Le légiste rosit. Ils savaient tous deux à qui Holmes faisait allusion. Oui. Le détective regarda autour de lui. Et ses vêtements. Ordinaires, mais de bonne facture. Ils les ont emportés et nous ont donné ceci. Brownlow désigna un tas de nouveaux habits féminins tout aussi quelconques. L'homme corpulent a indiqué qu'elle devait être enterrée au cimetière de Highgate et il a déposé auprès de mon bureau une somme à cet effet. Généreux, murmura Holmes. Highgate est très beau *2. Et monsieur a indiqué que des fonds avaient été déposés à la Barings pour l'enfant de la dame. Holmes et moi nous regardâmes. L'enfant, un fils de 12 ans, je crois, actuellement sous la garde de sa grand-mère. Quel monde d'infortune et de lamentation se cachait derrière ces petits détails. Il n'y avait rien d'autre à ajouter. Nous partîmes, nos pas résonnant de manière spectrale. John. C'est vous. Mais où donc êtes-vous? À Baker Street. Excusez-moi, très cher, je me surpris à tordre nerveusement le cordon du téléphone de Holmes en un nœud gordien pendant notre conversation. Vraiment, John, je devinais le ton peiné de mon épouse à Pimlico malgré la mauvaise communication. Vous auriez pu me dire que vous ne, je sais, mon amour, veuillez me pardonner. Est-ce que Harris, comment? Je dis, est-ce que Harris m'a remplacé? Pour la visite des patients, oui, il l'a fait. J'ai ses notes, mais le petit Winslow, je sais. Mea culpa, je le reprogrammerai. John, quand rentrez-vous? Juliet, pouvez-vous me retrouver à Bloomsbury? Pardon, Bloomsbury, chez Constance et Édouard. Je m'y rends à l'instant, et il est absurde de passer vous prendre avant. Mais pourquoi faire? Enfin, pourquoi voulez, s'il vous plaît, ma chérie, faites ce que je vous demande. Je vous promets de vous expliquer. Même avec une communication médiocre, j'entendais ma femme respirer. Juliet. Oui. John. J'ai répondu oui. Je vous y retrouve dès que j'aurai parlé à la bonne des provisions à acheter au marché. Vous êtes un ange. Oh. Et pouvez-vous appeler Constance et lui dire que nous passons? John. Vraiment? Un ange. Je raccrochai pour couper court aux questions, juste à temps pour voir Holmes, vêtu de son gros pardessus et un sac de nuit à la main, émerger de sa chambre et se diriger vers la porte. Préviendrez-vous le professeur Weitzman de votre arrivée? Vous connaissez mes méthodes, Watson. J'en apprendrai certainement davantage si je le surprends. Pouvons-nous nous retrouver ici demain après-midi? Je devrais avoir plus d'éléments entre-temps. Eh bien, excellent. Vous connaissez Manchester. Étonnant de se dire que je n'y ai jamais mis les pieds. Peu importe. Le temps manque si je veux attraper l'express de 16h15 à la gare d'Euston. J'y achèterai un guide bas de cœur et apprendrai ce que je peux d'ici ce soir. Le textile, lui criai-je, sans savoir s'il avait entendu. J'arrivai à Bedford Place avant Juliet, mais elle avait fait ce que je lui avais demandé et Constance m'attendait. La porte me fut ouverte par Nelly Hiss, la peintre qui vivait mystérieusement sous le même toit. Elle portait sa sempiternelle blouse bleue parsemée des vestiges et de l'odeur de sa vocation. Nous n'avions jamais grand-chose à nous dire, Nelly et moi. Franchement, le ménage Garnett était un arrangement que je trouvais perturbant, et j'étais content que mon épouse fût d'un moule plus conventionnel que son frère. M'ayant accordé en silence le droit d'entrer, Nelly disparut, son expression impénétrable remplacée par les traits animés de Constance Garnett. Comme toujours,
ses lunettes de lecture étaient perchées au bout de son nez, et ses cheveux prématurément gris étaient ramassés sans soin, des mèches rebelles tombant négligemment devant et derrière ses oreilles. Et comment va le patient? Elle rit. Il y a des années qu'Edouard n'est plus votre patient, John. Je devrais lui demander de me rédiger un panégyrique, décrivant sa complète guérison. Les recommandations sont à la mode ces temps-ci. On les voit même sur les omnibus. Vous inversez les rôles, je crois. C'est à vous d'annoncer votre guérison. Auriez-vous rencontré votre femme si elle n'avait pas amené son frère en consultation? C'est à vous de remercier Édouard pour sa petite fièvre. Touché, je m'y attelle de ce pas. Je regardais autour de moi. Où est mon beau-frère? Toujours à son déjeuner, m'informa-t-elle en prenant mon manteau. Le Mont Blanc est son dernier repère en date, et il déjeune avec un nouvel écrivain. Un déjeuner bien arrosé, ajouta-t-elle. Un nouvel écrivain. Un homme appelé Lawrence qu'il juge doué. Vous le savez, Édouard passe son temps à découvrir des écrivains doués. Il lit, j'écris, ou traduit, se reprit-elle avec un haussement d'épaules. Je suis à nouveau tombée amoureuse de Tourguenieff. Corps et âme, comme j'aurais aimé le rencontrer quand il était ici *3. Elle désigna le chaos d'un geste et m'accompagna à son bureau, où s'empilaient des pages en cyrillique. Elle ôta un tas branlant d'un tabouret de piano, me proposa du thé, que je refusai. Elle alluma la cuisinière comme si elle n'avait pas entendu. Pauvre Tourguenieff, pauvre Russie, se lamenta-t-elle en versant des feuilles de thé dans la théière. Je suppose que la révolution se profile à l'horizon, si ce n'est cette année, alors la prochaine. Port Arthur est tombé, et le Japon foule la Mandchourie aux pieds. La nouvelle n'est pas officielle, mais ils annoncent des pertes de plus de 400 000 soldats russes. 400 000 hommes, vous imaginez. Et comme si cela ne suffisait pas, hier, à Saint-Pétersbourg, des soldats de la garde impériale ont tiré sur des manifestants désarmés portant une pétition au tsar devant le palais d'hiver, et la loi martiale a été déclarée. Elle secoua la tête. Le tsar est un imbécile. Monsieur Lawrence a-t-il écrit un roman? Demandai-je, cherchant un sujet plus gai. Elle regarda la casserole d'eau, attendant en bouillant qu'elle en fasse autant. Écrit et réécrit. Quand Édouard commence à faire part de ses suggestions, cela ne finit jamais. J'ignore tout à fait quand il rentrera. En tout état de cause, Monsieur Lawrence, quel qu'il soit, a de la chance d'avoir un lecteur aussi perspicace et attentif. À dire vrai, c'est vous que je suis venue voir. Moi, elle leva un regard surpris par-dessus la monture de ses vers. J'ai besoin de vos compétences professionnelles. Tiens donc, dit-elle, prenant enfin place sur sa chaise, son thé tout juste passé fumant d'une tasse à décor willow ébréché au-dessus de l'anse. Quelle est donc cette mystérieuse mission dont votre femme ignore tout et qui vous mène ici en pleine semaine? Un patient qui ne parle que russe. Pas un patient, et pas le russe, dis-je en sortant l'enveloppe en papier craft de ma veste Norfolk et en la déposant devant elle. Ce que je m'apprête à vous montrer ne peut demeurer ici et vous ne devez à aucun moment en discuter. Pas même, je le crains, avec Édouard. Vraiment. Son visage s'illumina soudain. Oh, cela a un lien avec votre monsieur Holmes. C'est du français, et j'aimerais connaître votre sentiment, répondis-je, faisant de mon mieux pour adopter l'expression oblique de Mycroft. Avec un reniflement, motivé probablement par le dépit face à mon refus de confirmer son intuition, cette femme intelligente repositionna ses lunettes et parcourut les pages en silence après les avoir extraites de l'enveloppe. Seul sa moue témoignait de sa réaction. Je restais droit comme un i sur le tabouret de piano, ne voulant pas la distraire. Bientôt, mon dos se fit douloureux. Eh bien, marmonna-t-elle longuement, avant de feuilleter plus vite les pages. Je devinais à son expression qu'à l'instar de Holmes, elle trouvait le texte répétitif. Est-ce vrai? Demanda-t-elle sans lever les yeux. Vrai, authentique. S'agit-il du procès-verbal secret d'un complot visant à... Ici elle s'interrompit, conscient qu'achever la phrase semblerait ridicule,
préférant conclure par « Cela paraît grotesque ». C'est ce que nous nous efforçons de déterminer. Pourriez-vous faire une traduction complète et minutieuse de ces pages? Vous serez rémunéré, bien sûr. Je suis toujours minutieuse, répondit-elle sèchement. Elle demeura silencieuse, sans quitter un instant le texte des yeux. J'attendais sa réponse, mais aucune ne venait. Que se passe-t-il? Étrange, dit-elle, mais ce n'était pas à moi qu'elle s'adressait. Comment cela? Elle leva les yeux, sourcils froncés, puis parcourut certaines des pages une deuxième fois, plissant les yeux avec une attention redoublée. J'ai déjà vu cela. Déjà. Quelque part. Où l'avez-vous vu? Voulus-je savoir. Elle secoua la tête, et d'autres mèches grises s'échappèrent. Je ne vois pas. Je connais pourtant. Mais vous le devez. C'est d'une importance capitale. Elle réagit à mon ton par un regard dur. Je n'en doute pas. À cet instant, la sonnette retentit et Juliet arriva, bouleversée bien entendu, se répandant en embrassades, rires et baisers. Alors qu'un quart d'heure plus tôt, j'aurais apprécié sa présence, elle me semblait à présent, je l'avoue, malvenue. Je bouillais de savoir ce que Constance entendait avec ses commentaires sibyllins sur ce que j'en étais venue à appeler les protocoles français. Constance, se remémorant ma stricte injonction, glissa les pages dans leur cachette et prépara une nouvelle théière. Dans un effort de civilité, j'en acceptai cette fois-ci une tasse et restai assis dans un silence oiseux pendant que les deux femmes parlaient famille. Cela incluait les dernières peintures de Néliïs. Elle a réalisé un portrait de Conrad absolument fascinant. Et comment va mon neveu? Demanda mon épouse. Parlez-moi de David. David a 12 ans. Cela veut tout dire. Il déteste Arôme et y apprend probablement quelque chose. Il est porté sur les sciences. Constance prononça ces paroles avec une expression peinée. Elle ne pouvait s'expliquer que le fils ne fût pas coulé dans le même moule que Garnet père. Pendant leur causerie, elle me jetait de temps à autre un regard discret. Elle comprenait à présent que je m'étais adressé à elle pour une affaire absolument urgente, mais que, lui ayant enjoint de garder le secret, je ne voyais aucun moyen d'échapper à cette partie de l'après-midi et aux amabilités d'usage. Bientôt, la coupe fut pleine. Nous devons y aller, ma chérie. Mais je viens d'arriver, protesta Juliet, regardant dans toutes les directions. Où est Édouard? Où est mon cher frère? Je nous ai réservé une table au Mont-Blanc, improvisai-je, sur quoi elle s'égaya aussitôt. Quel amour vous êtes, de m'inviter à dîner. Mais il est tout de même un peu tôt, non. Nous avons des billets pour le Mouron Rouge, mentis-je avec une dextérité croissante. Mon deuxième prénom serait bientôt Sornette, et non Amiche. J'espérais seulement que citer le nom de Mycroft comme passe-partout suffirait au guichet comme il l'avait promis à Madame Hudson. Dans le cas contraire, je ferais un raffut de tous les diables et harcèlerais la direction. Constance glissa l'enveloppe vers moi. Sur quoi travaille Édouard? Demanda Juliet à sa belle-sœur alors que je drapais sur ses épaules son manteau bordé de renards. Un autre écrivain, un autre roman, un truc appelé Mère et Fils, ou, non, ce n'est pas cela. Enfin, cela parle de mine de charbon, si je me souviens bien. Elle secoua la tête, que je savais bien pleine en ce moment. Nelly apparut mystérieusement pour ouvrir la porte. J'aimerais beaucoup voir votre portrait de Conrad, lui dis-je. Elle me gratifia d'un mince sourire mais ne répondit pas et referma la porte d'entrée derrière nous. Nous nous présentâmes suffisamment tôt au Mont-Blanc et pûmes dîner sans avoir réservé, par contre nous fûmes éconduits au New Théâtre, malgré le cirque que je fis et l'invocation du nom de Mycroft au guichet. Jamais entendu parler de lui, m'informa l'agent derrière la fenêtre barrée de laiton. C'est un membre du Diogène, protestai-je. Jamais entendu parler du Diogène. À ce stade, une méchante idée me vint, mais je me retins de demander si les billets avaient été déposés au nom de Martha Hudson. Je n'étais pas encore tombé aussi bas. Suivant. Quelle impudence, poursuivis-je dans le taxi. C'est incompréhensible. Juliet resta silencieuse un moment. John, finit-elle par dire tout doucement.
Vous m'avez promis de tout m'expliquer. Et ce doit être la vérité, insista-t-elle, de crainte que je n'envisage autre chose. Ah oui, la vérité. Je savais que nous en arriverions là. Quelle vérité? Pourrait bien demander ce plaisantin de Pilate. Par où commencer? Certainement pas en mentionnant Mania Lipman. Je ne peux pas tout vous dire, dis-je honteusement, mais je peux vous dire ceci. Sur quoi? Je me lançais dans un vague résumé où il avait été demandé à Holmes de vérifier l'authenticité d'un document français de grande conséquence pour le gouvernement. Quel est votre rôle là-dedans? Demanda Juliet d'une voix fort heureusement dépourvue de toute critique. Elle écoutait attentivement. J'ai brillamment pensé que la maîtrise du français par Constance pourrait se révéler utile pour déchiffrer, me sembla un tantinet mélodramatique ici, comprendre une partie du document. Ce qui était assez proche de la vérité. Était-ce le cas? Cette question, ma chère, reste toujours sans réponse. Constance avait besoin de réfléchir à ce qu'elle avait lu, temporisai-je, mais ces pages étant confidentielles, je ne pouvais les lui laisser et serais obligée d'y retourner. C'est passionnant, murmura-t-elle, posant une main gantée sur la mienne. Est-ce typique de votre monsieur Holmes? Vous avez lu certains de mes récits? Non. Oui, très cher, mais pardonnez-moi, j'ai cru que, peut-être, vous, elle chercha une expression diplomatique, embellissiez. Finit-elle par une pointe d'interrogation. Je fus bien forcé de sourire. C'est exactement ce dont Holmes m'accuse toujours. Nous sombrâmes dans un silence bienveillant. Finalement, elle se pencha vers moi et me chuchota à l'oreille à travers sa voilette. Vous n'aviez pas de billet pour le Mouron Rouge, n'est-ce pas? Il était 22 heures passées quand nous rentrâmes à Clarendon Street. La bonne était restée éveillée, peu encline à aller se coucher sans verrouiller la porte, surtout sans avoir eu de nos nouvelles. Je suis désolée, Maria, dit mon épouse. Nous aurions dû vous appeler, cela ne tenait pas debout, car je savais que la bonne n'aurait jamais eu l'audace de répondre au téléphone. Comme s'il avait entendu qu'on parlait de lui, cet horrible dispositif se mit à déchirer l'air de son cri perçant. Qui diable cela peut-il être à une heure pareille? Demandai-je à personne en particulier alors que la bonne fatiguée montait l'escalier jusqu'à sa chambre en bâillant bruyamment, certainement à notre intention. Vous êtes médecin? Me rappela Juliet tandis que j'attrapais le combiné. Pour un médecin, le téléphone doit de nos jours être considéré comme un risque professionnel. Une nuisance professionnelle. J'aurais préféré que nous n'en eussions jamais acheté un. Allô? Qui est-ce? Je crois m'être rappelé où je l'avais lu. Constance. Comment? Oh oui, Constance. Elle semblait surprise de ne pas s'être identifiée. Son excitation, à présent évidente dans son intonation, était contagieuse. Où quoi? Où l'avez-vous lu? Je dois m'en assurer. Pouvons-nous nous retrouver demain dans la salle de lecture? Disons 10 heures. Au British Museum. Je dois m'en assurer, répéta-t-elle. Je jetai un regard à mon épouse, qui m'observait avec une expression qui oscillait dangereusement entre la curiosité et l'agacement. Un instant, je couvris le combiné d'une main. C'est Constance. Elle désire me rencontrer demain au British Museum. Dites-lui que vous la rappelez. Constance, puis-je vous rappeler dans quelques minutes? Oui, je sais qu'il est tard. 5 minutes. Je reposai le combiné sur son support, et nous nous fîmes face. John, quand vous m'avez demandé de vous épouser, vous m'avez assuré que quel mot cherchait-elle à présent? Aventure avec Monsieur Holmes était derrière vous. Dans le taxi, à l'instant, vous les trouviez passionnantes. À lire, oui, mais vous avez juré, avant notre mariage, que cette époque était révolue. Et c'est le cas, mon amour, c'est le cas. Insistai-je, saisissant ses deux mains dans les miennes et faisant appel à l'expression la plus honnête de mon répertoire. Comment rabattre ces poils hérissés? Mais plutôt ce soir, vous m'avez demandé la vérité, et je vous l'ai dite. Des événements que je ne puis maîtriser se produisent en ce moment même. La sécurité nationale pourrait être en jeu, sinon,
vous pouvez être certaine que Monsieur Holmes n'aurait pas demandé mon assistance. C'était, au mieux, beauté en touche, et au pire, un autre pieux mensonge. La vérité pleine et entière était que la partie était lancée et que le fidèle limier du détective, ayant flairé l'odeur, se mettait à aboyer. Je ne m'étais pas rendu compte combien la chasse me manquait. Elle se mordit la lèvre, perdue dans ses pensées. Juliet, vous n'avez pas une aventure avec elle, n'est-ce pas? Avec Constance. Je réfléchis brièvement à cet amoncellement désordonné de cheveux gris, à ces lunettes cerclées de métal. Comment pouvez-vous poser pareille question? Elle haussa les épaules, inconsolable. Vraiment, l'idée que Holmes se faisait des femmes me semblait parfois plus convaincante que je ne voulais l'admettre. Elle me déconcertait. Juliet, c'est indigne de vous. Je ne vous ai jamais donné la moindre raison de douter de ma dévotion, et vous ne pouvez tout de même pas imaginer que Constance, surtout elle mit fin d'un baiser à mes protestations et me tendit le téléphone. J'actionnai vigoureusement la manivelle et indiquai à l'opératrice le nom du central. On décrocha à la première sonnerie. Constance. Oui, c'est d'accord. Demain à 10 heures. Édouard Garnett à l'appareil. À qui ai-je l'honneur de parler? J'éclatai de rire. Édouard, c'est Watson, votre ancien médecin, John. La raideur dans la voix étouffée à l'autre bout du fil céda la place à un gloussement bon enfant. J'ai appris que vous étiez passé. Je regrette de vous avoir manqué. Vous vouliez parler à Constance. Ne quittez pas, Constance. J'entendis une succession de sons indéfinis que les téléphones semblent enclins à produire avant qu'elle ne vienne au bout du fil. John. Oui, je riais toujours. C'est d'accord. Je serai là à 10 heures. Apportez les pages. Oui. Bonne nuit, Constance. Après quoi, je pris mon épouse dans mes bras. Plus tard, sa douce forme nichée contre la mienne, je me trouvai dans l'incapacité de m'endormir. Après des années de veuvage suivies d'un remariage, du nouvel essor de mon cabinet et de fonctions chirurgicales au Royal Marsden, mon train-train, qui suivait un itinéraire connu et agréable, avait brusquement déraillé et filé à présent vers une destination nouvelle et inconnue. Les protocoles français, ou plus exactement les protocoles des sages de Sion, comme les avait traduits Holmes, et plus tard Constance, évoquaient, bien que de façon invraisemblable, l'existence d'un complot juif visant à dominer le monde. Ce simple syntagme, si nébuleux, m'était incompréhensible, pourtant Mycroft et probablement ceux qu'il servait étaient suffisamment inquiets pour faire appel à mon remarquable ami, lequel se trouvait même à présent à Manchester, pour y dénicher des indices. Était-il en danger? Aurais-je dû ne pas le laisser y aller seul? Que devais-je penser? Que des gens comme le baron Rothschild, Sir Samuel Montagu, Sir Moses Montefiore, le Premier ministre d'Israël, et Karl Marx, si seulement l'un ou l'autre de ces imposants personnages était en vie. Ainsi que Sir Ernest Joseph Cassel, converti au catholicisme, banquier de Sa Majesté le roi Édouard, septième du nom, trempaient tous dans une sorte de sombre complot visant à quoi précisément? Contrôler le prix de la livre sterling. Le canal de Suez. La bourse. Les mines de charbon. Les hommes politiques. Le réseau ferré. Les militaires. Quelle alliance de capital et de labeur, de gauche comme de droite, pourrait bien contrôler le monde? Et à quoi ressemblerait le monde s'il réussissait? Mycroft avait fait quelques remarques sur l'habileté juive, et cela me rappela un vague souvenir. Je me faufilai doucement hors du lit et attrapai ma robe de chambre et mes chaussons. Dans son sommeil, derrière moi, Juliet marmonna. Comment? Très cher. Les femmes auront le droit de vote. Je la laissai à ce paralogisme somnol, descendis dans ma salle d'attente et allumai les lampes. J'y accumulais depuis des années une montagne de magazines et de périodiques pour mes patients. Je prévoyais depuis longtemps de m'en débarrasser, sans avoir jamais trouvé le temps de m'en occuper. C'est parmi eux que je fouillais à présent, à la recherche d'un ancien numéro du magazine américain Harper's, qu'un patient du New Jersey avait abandonné après que je l'avais opéré en urgence d'une appendicite.
Je trouvai rapidement ce que je cherchais, un article du prolifique Mark Twain, à qui l'on avait demandé d'écrire un article sur les Juifs, puisqu'il avait récemment vécu à Vienne, il semblait avoir habité partout à un moment ou un autre. Il s'achevait sur le passage qui s'était d'une manière ou d'une autre gravé dans ma mémoire. Si les statistiques sont exactes, les Juifs constituent à peine 1% du genre humain. Cela suggère une faible nébuleuse de poussière perdue dans l'éclair de la Voie lactée. Normalement, on ne devrait guère entendre parler du Juif, mais on en entend parler, on en a toujours entendu parler. Il est aussi important sur la planète que n'importe quel autre peuple, et son importance économique est d'une extravagante proportion comparée à la petitesse de sa taille. Ses contributions à la liste du monde des grands noms de la littérature, de la science, des arts, de la musique, de la finance, de la médecine et des apprentissages complexes sont également de loin hors de proportion avec la faiblesse de son nombre. Il a fait dans ce monde un combat merveilleux, à toutes les époques, et il l'a fait avec les mains attachées derrière le dos. Il aurait pu être vaniteux, et être excusé pour cela. Les Égyptiens, les Babyloniens, les Perses se sont élevés, ont rempli la planète avec leur retentissement et leur splendeur, puis se sont évanouis dans un rêve. Les Grecs et les Romains ont suivi, et ont fait beaucoup de bruit, puis ils ont disparu. D'autres peuples ont vu le jour et ont tenu leur flambeau très haut pour un temps, mais ce dernier s'est éteint, et ils sont maintenant assis dans la pénombre, ou ont disparu. Le Juif les a tous vus, tous battus, et maintenant, il est ce qu'il a toujours été, ne présentant aucune décadence, aucune infirmité de l'âge, aucun affaiblissement de ses composantes, aucun ralentissement de ses énergies, aucun ternissement de son esprit alerte et combatif. Toutes les choses sont mortelles, sauf le Juif, toutes les autres forces passent, mais lui reste. Quel est donc le secret de son immortalité? Je ne sais combien de temps je restais là à regarder ce passage. Les mots de Twain se voulaient bien sûr élogieux, mais je ne pouvais m'empêcher de me rappeler une des affirmations de Holmes, à savoir que des preuves qui semblent, à coup sûr, indiquer une direction, peuvent en fait, examinées sous un angle légèrement différent, mener à la conclusion diamétralement opposée. Ayant à présent vu des extraits des protocoles, je commençais à me demander, dans un sombre recoin de mon esprit, si les Juifs étaient aussi nobles et remarquables que le disait Twain. J'avoue ne jamais avoir beaucoup consacré de temps à penser aux Juifs. Quand je fus réformé de l'armée, je les côtoyais quotidiennement, tout comme des Italiens, des Français, des Grecs et d'autres nationalités agglutinées dans notre grouillante métropole. Je reçois des patients juifs et ne les ai jamais jugés remarquables du fait de leur race. Mais en cet instant, dans le silence de la nuit, prenant acte des remarques incisives de l'Américain, je fus mortifié de découvrir que je me demandais si, en dépit de toute logique et de toute vraisemblance, les protocoles pouvaient contenir une once de vérité. Oui, comment les Juifs ont-ils réussi à survivre quand des tribus et des civilisations plus puissantes ont échoué? Quels sont leurs secrets? Ces pages calomnieuses avaient déjà entamé leur travail insidieux, se creusant un chemin dans mon pauvre cerveau confus. Et si elles pouvaient progresser ainsi, alors que, dans une certaine mesure, mon cerveau était armé contre elles, que pourrait-elle faire à d'autres, qui ne l'étaient pas? Astérisque 1. Pour plus d'informations sur la disparition de Brownlow Senior. Le lecteur est renvoyé à une affaire antérieure de Holmes, L'horreur du West End, Archipoche, 2015. Astérisque 2. Le cimetière de Highgate, situé dans le nord de Londres, est à la fois une réserve naturelle et le lieu où repose, notamment, Karl Marx. Astérisque 3. Tourguenieff est venu à Oxford en 1879. 4 combustibles, c'est à Houston que je réalisais que j'étais suivi, me raconta plus tard Holmes astérisque 1. Vous connaissez mes méthodes, Watson, observation et déduction. Par 3 fois mes suiveurs furent de sexe masculin. Je commençais par remarquer un vendeur itinérant avec une mallette trop légère pour renfermer des articles.
Puis ce fut un bourgeois déchu portant monocle et voyageant incongrument en deuxième classe, à son tour remplacé par un chapelier qui se souciait de son chapeau melon avec une indifférence qui démentait sa prétendue profession. Et enfin, en quittant le terminus à Manchester pour trouver un logement pour la nuit, une souillon tituba d'un pas hésitant dans mon sillage, mais je devinais que son ébriété était feinte. En dépit de leur maladresse, je déduisis 2 points de ce cirque. Primo, que, bien qu'inepte, déployer des agents par rotation pour suivre mes mouvements témoignait d'une opération professionnelle. Secondo, que, à la différence de Mania Lipman, je n'étais pas en danger immédiat. Je n'avais en ma possession rien de ce qu'il voulait, ce n'était que des utilités, ayant pour consigne de suivre mes mouvements. La question demeurait, qui était-il et dans quel but m'épiait-il ainsi? Bien sûr, j'aurais aisément pu les semer, mais alors j'en saurais encore moins qu'avant. J'aurais également pu choisir d'en affronter ou d'en terrasser un, mais décider qu'il était plus prudent de les laisser vaquer à leur guise. Leurs actions étaient-elles liées à mon affaire en cours ou à une toute autre, peut-être? Difficile de le dire à ce stade, mais j'étais sûr que quand ils le jugeraient bon, ils révéleraient leurs intentions ou, si la situation était en ma faveur, nos positions pourraient être inversées et je pourrais alors suivre leurs mouvements. Et ce fut le cas. Il fit non de la tête. Je me suis trompé. Quand je quittai mon hôtel le lendemain matin, il s'était envolé. Contrairement à ce que me disait mon instinct, je fus enclin à croire que ces événements étaient sans rapport avec ma quête en cours. De l'outrecuidance, Watson. Si jamais vous en discernez à nouveau des symptômes chez moi, je vous saurai gré de bien vouloir chuchoter le mot Manchester à mon oreille. Le journal reprend 8 janvier. Jeune chimiste habitant la rue Montagu voisine, Sherlock Holmes avait fréquenté la salle de lecture du British Museum. Pour ma part, je ne crois pas y avoir jamais mis les pieds. Je m'en serais souvenu si tel avait été le cas. La salle surmontée d'une coupole avec ses panneaux bleu ciel au plafond, plus proche du paradis que la cathédrale Saint-Paul, plus grande que le Panthéon de Rome, mais pensée dans la même veine, était manifestement conçue pour époustoufler le visiteur. L'immense espace voûté résonnait d'une quiétude respectueuse quand j'y pénétrai le lendemain matin. Une infinité de lecteurs et de chercheurs étaient répartis sur ces cercles concentriques de bureaux, chacun doté de sa propre lampe à abat-jour vert, et les seuls sons qu'on entendait parfois étaient le chuintement de chuchotements, le froissement de papier ou le faible frottement de stylos prenant des notes. Cette pièce avait accueilli la quasi-totalité des écrivains anglais à l'exception, peut-être, de Shakespeare. Il me fallut un moment pour repérer Constance vers le centre, où elle s'était barricadée derrière une pile de gros volumes bleu foncé qui la masquaient presque au regard. « Qu'avez-vous trouvé ?» demandai-je en désignant la pile de livres. En face d'elle, un homme aux cheveux blancs, arborant une cravate jaune tachée de nourriture et doté de sa propre réserve de texte, me jeta un regard noir. Portant un doigt à ses lèvres, Constance me fit signe de prendre les pavés et de la suivre hors de cette merveille pour une salle d'études adjacente, pour le moment à son nom, indiquant qu'elle était pour l'heure réservée à son usage exclusif. Bon, commença-t-elle, ses yeux brillants d'excitation derrière ses lunettes, quand j'eus posé mon fardeau et qu'elle eut refermé la porte derrière moi. Avez-vous déjà entendu parler d'un Français appelé Maurice Joly? Je répondis par la négative. Vous n'êtes pas le seul, m'offrit-elle en guise de consolation. Il est mort il y a une 30aine d'années à Paris, un suicide apparemment. Qui était-ce? Elle renifla avec dédain. Un avocat. Ah, répondis-je, à défaut de contribution intelligente. Un pamphlétaire également, une sorte de satiriste. Et un monarchiste, ajouta-t-elle après coup, haussant les épaules comme pour dire, in fine, un être insignifiant dont la vie n'avait guère compté. S'il s'était effectivement suicidé, me dis-je, peut-être s'en était-il également rendu compte. Et quel est le lien entre Monsieur Joly et les protocoles? Au lieu de répondre, elle ouvrit l'un des gros volumes et plissa les yeux pour lire l'écriture minuscule. Joly est surtout connu,
citant et qu'on le connaisse, pour son dialogue aux enfers entre Machiavel et Montesquieu. Pardonnez-moi, je clignais des yeux, hésitant. Machiavel, si je me souviens bien, était un intrigant italien de la Renaissance, mais Montesquieu était un philosophe français du XVIIIe siècle. Le tract de Joly se voulait une critique acerbe de celui qui se faisait appeler l'empereur Napoléon III*2, que Joly méprisait et comparait à un tyran aimant se pomponner. Il n'était certainement pas le seul, proposai-je. Bon nombre pensaient que cet empereur manquait d'habits. De nombreux costumes, mais peu d'habits, convint-elle, passant lentement son index sous les mots français. Bien qu'il aimât les uniformes, Louis-Napoléon n'était pas Napoléon. Elle leva les yeux. Quoi qu'il en soit, l'empereur n'apprécia pas cette conversation fantaisiste entre un pragmatiste de la Renaissance et un philosophe français. Il interdit le livre et envoya son auteur en prison. Je suis désolé, mais je ne vois toujours pas où vous voulez en venir. Puis-je avoir les papiers? Je les extirpai une fois de plus de l'enveloppe qui les abritait. Elle posa la première page à côté de celle du gros livre ouvert. C'est bien ce que je pensais, elle s'interrompit. Sans me regarder, elle leva la main par-dessus son épaule, agita les doigts, exigeant en silence que je lui tende une autre feuille du tapuscrit. Pendant que j'obtempérais, elle fit défiler les pages du gros livre et posa la deuxième feuille à côté du texte. Qu'y a-t-il? Manquis-je, ma patience quelque peu entamée. Volé, murmura-t-elle, jetant un bref regard dans ma direction avant de revenir aux pages. Plagié, pour être exact. Écoutez bien, voici ce que Joly a écrit dans le premier de ce qu'il appelle ses dialogues. C'est Machiavel qui parle. Elle me lut le texte à voix haute. Les hommes ne doivent avoir aucun scrupule à user de tous les subterfuges abjects et ignobles dont ils disposent pour combattre et renverser un empereur corrompu et rendre le pouvoir à la République. Elle me regarda par-dessus ses lunettes, comme attendant une réaction de ma part. Poursuivez. Très bien. Elle prit à présent l'une des pages des protocoles. Voici le prétendu 10e protocole. Les Juifs ne doivent pas hésiter à employer tous les stratagèmes pernicieux et immondes dont ils disposent pour affronter et abattre un tsar malveillant et ses goïms et donner le pouvoir aux Juifs. Je fixai les deux versions françaises. Il n'y a pas de doute, elles sont similaires. Similaires. Se moqua-t-elle. Elles sont identiques, hormis le mot « juif » mis pour « homme » dans un cas, et « la République » dans un autre. Et on a ajouté « goïm » dans la version des protocoles. Nous passâmes les 2 heures suivantes à compulser laborieusement les deux textes. Dans l'original de Joly, il était beaucoup question de moderniser la France. Dans les protocoles, il s'agissait de la Russie. Des pages entières étaient inexplicablement consacrées au taux d'intérêt. Tous deux se révélèrent répétitifs, ce qui n'avait rien de surprenant dans la mesure où les protocoles imitaient servilement les jérémiades de Joly. Notre ennui en aurait été immanquablement quadruplé si cette duplication n'avait éveillé notre curiosité. J'étais profondément là, quand une idée se mit à me tarauder. Arrêtez-vous un instant, dis-je. Pouvez-vous revenir aux 2 premiers passages? Sans répondre, elle farfouilla dans le tapuscrit et tourna les pages des gros livres. Veuillez à présent les relire tous les 2. Lentement, elle obtempéra sans le moindre commentaire. Étrange. C'était à moi d'utiliser ce terme à présent. Étrange, comment cela? Je jetai un regard à ma montre. C'était déjà l'après-midi. Holmes devait m'attendre. Eh bien, ce n'est pas juste l'insertion de « juif » à la place d'homme, observai-je, car quand on relit les textes il apparaît clairement que d'autres mots ont été pareillement remplacés, sans toutefois que cela en modifie le sens, apparemment. Je ne suis pas sûr de bien comprendre. Je tendis le doigt. Abattre, à la place de « renverser ». Pernicieux au lieu d'abject. Immonde pour « ignoble ». Affronter au lieu de « combattre ». Hésiter quand l'original dit « n'avoir aucun scrupule ». Et ainsi de suite. Le sens est le même, mais pourquoi a-t-on réalisé ces modifications sans importance? Elle fronça les sourcils, admettant implicitement la validité de ma thèse. Docteur, vous êtes éblouissant.
J'essayais de ne pas rougir en revenant à la question qui nous préoccupait. Pourquoi? Répétai-je. Elle fixait les mots sans les voir. Dans une tentative de masquer le plagiat. Un expédient facile, si tel est le cas. Et inutile. Vous avez rapidement découvert le poteau rose, Constance. Et moi aussi, à bien y réfléchir. Alors, pourquoi? Nous n'en avions tous deux pas la moindre idée. Mais je savais qu'il devait y avoir une raison. Il était 2 heures passées quand Madame Hudson m'ouvrit la porte de Baker Street. J'étais essoufflée et gelée, mais par chance sec, la pluie ayant enfin cessé. M'attend-il? Demandai-je en lui tendant mon manteau. Oui, il est en haut, et, je n'avais pas le temps d'écouter la fin de la phrase, et clopiné sur les 17 marches jusqu'au 221B, trouvant la porte entr'ouverte. Ne m'inquiétant que de mon retard, j'entrai, sans relever cette anomalie. Un homme grand, affublé de ce que je me dois de décrire comme une barbe brouillonne à la Van Dyck et de lunettes d'une épaisseur que je n'avais encore jamais contemplée, se tourna vers moi. Il regarda dans ma direction à travers, me sembla-t-il, les cuverts de bouteilles de Bourgogne. Ah, Dr. Watson. Il m'accueillit avec un accent à couper au couteau. J'eus même du mal à reconnaître mon propre nom. Cela ne me désarçonna pas pour autant. Le détective avait trop souvent joué à ce jeu. Vraiment, Holmes, à votre âge, j'aurais pensé que vous en auriez fini avec ces enfantillages et ces déguisements théâtraux, et votre essai d'accent russe, si je peux me permettre, est lamentable. Soyez gentil et ôtez cet accoutrement et ces lunettes ridicules. Vous finirez par vous blesser si vous ne les jetez pas. Watson, puis-je vous présenter le professeur Charles Weitzman, maître de conférences de chimie à l'université de Manchester. Holmes gloussa dans mon dos. Dire que j'étais mortifié serait un euphémisme, mais le professeur Weitzman ne parut nullement dérangé. Au contraire, ce quiproquo sembla lui procurer un plaisir infini, et il accepta mon erreur avec bonhomie. Être pris pour Sherlock Holmes, dit-il dans son langage quasi impénétrable et en riant de bon cœur, pourrait être le point culminant de ma carrière. Je suis impatient de le dire à Vera, que je supposais être son épouse. Le professeur tendit une grosse main parsemée de taches provenant certainement de ses manipulations laborantines. Nous allions nous servir un sherry, m'informa Holmes en se dirigeant vers la table en pin qui abritait ses propres fournitures de chimie odoriférante, et également sa réserve d'alcool. Vous joindrez-vous à nous? Ce serait préférable, je crois, dis-je en tentant de me ressaisir et en me laissant choir dans le fauteuil vert qui expulsait ses crins de cheval. Je me suis rendu en train à Manchester, comme vous le savez, expliqua Holmes, servant de généreuses portions du liquide ambré. Curieux endroit, dit-il avec un hochement de tête vers notre hôte, si je puis me permettre. Des usines à perte de vue crachant une fumée qui masque le soleil, et le vacarme omniprésent de machines à vapeur. J'ai pris une chambre pour la nuit à proximité de l'université et potassé sur le professeur Weitzman. Il inclina à nouveau la tête vers ce dernier. Ayant appris auprès du portier où il devait donner sa conférence ce matin, je m'y suis rendu, me suis assis en haut de l'auditorium, puis je me suis présenté et j'ai vaguement expliqué la raison de ma présence. Il se trouve que, par un heureux hasard, le professeur devait prendre un train pour une conférence à l'École polytechnique de Londres, et il nous a donc semblé logique de revenir ensemble. Je lui ai proposé votre ancien lit pour la nuit afin qu'il puisse faire des économies. Je suppose que vous n'avez pas d'objection. Aucune, fussiez soulagé de répondre, levant mon verre dans sa direction. Sur quoi travaillez-vous actuellement, professeur? Fort désireux de racheter ma gaffe grotesque, je décidai de m'intéresser à sa carrière. L'acétone, me répondit-on avec un fort accent. Je regardai Holmes, dont les yeux brillaient de bonheur. Mon erreur ne laissait pas de le mettre en joie. L'acétone, répétai-je, résolu à rattraper le terrain perdu. N'est-ce pas un diluant pour peinture? Elle a de nombreux usages, concéda Weitzman. Le corps humain en produit et en élimine naturellement,
mais elle est également utile dans l'agriculture et les cosmétiques. Je travaille actuellement à un procédé de fermentation acétone-butanol-éthanol de ma propre invention en vue de la produire à grande échelle. Il aurait aussi bien pu parler chinois. À grande échelle, fut l'unique chose que j'en retirais. Mais pourquoi donc a-t-on vraiment besoin d'une si grande quantité de diluant pour peinture? Le professeur jeta un regard à Holmes. Celui-ci hocha la tête, et le professeur se retourna vers moi. L'acétone est nécessaire à la production de cordite. De cordite. Je les dévisageais tous deux avec ahurissement. En tant que substitut de la poudre à canon. Mais pourquoi diable parle-t-on de poudre? Toute l'Europe est en paix. Pas l'Asie, répondit le professeur, qui finit par s'asseoir et croiser les jambes. D'ailleurs, la révolution a éclaté en Russie. Je fixai Holmes. Quand cela? Aujourd'hui, en fait, répondit calmement le détective. Nous avons reçu la nouvelle par télégraphe. Cela paraîtra sans nul doute dans tous les journaux du soir. La Révolution. Hier, Constance avait évoqué cette possibilité. Dans le port d'Odessa, Weizmann prit le relais. Des marins à bord du cuirassé Potemkin se seraient mutinés et auraient tué leurs officiers *3. Aux dernières nouvelles, les citoyens d'Odessa sont montés à bord d'une flottille de petits bateaux pour apporter de la nourriture aux mutins. Si le reste de la flotte se rallie à la rébellion, cette dernière pourrait se propager dans les terres et se métamorphoser en une véritable révolution. D'autres nations, comme l'Allemagne, pourraient tenter de tirer profit de la situation, mais la Russie, vous le savez peut-être, a des alliances enchevêtrées avec la France et l'Angleterre, donc, en théorie, l'affaire pourrait rapidement devenir incontrôlable. Vous semblez très versé dans la politique pour un professeur de chimie, commentai-je, perplexe. Et si la révolution se répand, poursuivit-il en s'adressant à Holmes, vous pouvez être sûr que la faute en incombera aux Juifs. Ah, soudain, les pièces commencèrent à se mettre en place. L'image restait invisible, mais j'en discernais progressivement le pourtour. Pourquoi ne pas dire au docteur Watson ce que vous m'avez communiqué à propos de Theodor Herzl et des conférences sionistes de Bâle? Suggéra Holmes, qui s'assit enfin, suréleva ses pieds et croisa les mains derrière la tête. Weizmann prit une autre gorgée de sherry. L'antisémitisme est une composante ordinaire de la vie en Russie, où je suis né, expliqua-t-il. Les Juifs sont pris naturellement pour des boucs émissaires, on nous reproche généralement notre sens des affaires, mais au lieu de le déclarer ouvertement, on nous accuse d'obscénités ridicules, comme d'avoir besoin du sang d'un enfant chrétien pour célébrer nos fêtes religieuses. Le sang d'un. La Russie est un lieu primitif, poursuivit le professeur Weizmann. Les légendes et les superstitions y prennent facilement racine et prolifèrent. Si, sur les photographies, le tsar semble être le jumeau de son cousin germain, votre prince de Galles, n'oubliez pas qu'ils ont tous deux la reine Victoria pour grand-mère, la ressemblance s'arrête là. Le tsar est un ignorant et un arriéré, totalement sous la coupe de son épouse tout aussi inculte, laquelle s'entoure de saints hommes déments à qui elle confie les rênes de la politique. Quand le grand Houdini se produisit à leur cour il y a 1 an, il stupéfia tout le monde en faisant sonner les cloches du Kremlin, ce qui n'était pas arrivé depuis des centaines d'années. Le tsar et sa cour s'agenouillèrent en tremblant et se signèrent, et Houdini fut révéré comme un saint. Le regard amusé de Weizmann était exagéré par ses lunettes. Il aurait été effondré d'apprendre que le grand Houdini n'était qu'un juif de plus, Erich Weiss, fils d'un rabbin de Budapest, ajouta-t-il avec, je le devinais, une certaine fierté. Nicolas ne voit aucun inconvénient à ce que les Juifs endossent la responsabilité des conditions primitives de la Russie, de son manque de contact avec le monde extérieur, de l'absence de voies ferrées, d'électricité, de routes pavées, de denrées alimentaires, de produits manufacturés. Le chimiste s'interrompit pour avaler une nouvelle gorgée de sherry. Holmes avait les yeux fermés, mais je savais qu'il ne dormait pas. Cette attitude témoignait de sa plus grande attention. Theodor Herzl, dont je suppose que vous avez déjà entendu parler,
était préoccupé par la persécution de notre race, pas simplement en Russie, mais également au cours des siècles et dans toute l'Europe. Il avait compris que par un accident du passé il haussa les épaules, ou peut-être un passé d'accident, pour être plus précis, les Juifs étaient une nation sans pays. Une nation ayant besoin d'un pays, ajouta Holmes sans ouvrir les yeux. Exactement. Un pays à nous. Tel est l'objectif sioniste. Les congrès qui se sont succédés se sont heurtés à la mécanique de cette question. Où se trouverait ce pays? Comment obtiendrait-on le territoire? Auprès de qui? Et bien sûr, qui paierait pour un tel pays et qui le peuplerait? Pouvez-vous vous imaginer la cacophonie d'une assemblée de Juifs débattant de telles questions? Il nous observa, reconsidérant manifestement sa propre question. Non, bien sûr que non. Cela reviendrait à écouter en douce un débat rabbinique sur des points très délicats du Talmud. Une patrie juive, c'est à cette cause que Theodor Herzl a consacré toute sa vie. Jusqu'à sa mort soudaine, intervint Holmes. Précisément, soudaine et tout à fait regrettable. J'ai participé à toutes les conférences sauf une. Vraiment regrettable, et très mystérieuse, répéta le professeur, vidant son sherry. Avez-vous des raisons de penser que sa mort n'était pas naturelle? Demanda délicatement le détective, les yeux toujours fermés. Contrairement à Mycroft, Weizmann ne semblait éprouver nul besoin d'aborder la question du mobile. On avait déjà diagnostiqué à Herzl une maladie du cœur, dit-il. Mais les deux éventualités ne sont pas antinomiques. Étant chimiste, je n'ai pas besoin de vous dire qu'il existe de nombreux moyens de donner à une mort un aspect parfaitement naturel. Le fait qu'une diathèse astérisque 4 avait été établie pourrait avoir simplifié la tâche. Et, comme vous le savez sans aucun doute, les Russes ont la réputation d'être les meilleurs empoisonneurs depuis les Borgia. Dans le silence qui suivit, je tentais d'assimiler la pléthore d'informations. Une révolution se déroulait aux antipodes de chez nous. Certains événements en cours risquaient fort, si le chimiste Bigle qui goûtait au sherry de Holmes disait vrai, d'entraîner le reste de l'Europe dans un embrasement qui pourrait bien exiger des quantités phénoménales de poudre à canon britannique. D'ailleurs, Holmes et moi étions intervenus des années plus tôt pour tenter d'éviter un tel embrasement. Holmes avait remarqué à l'époque que notre succès n'avait eu pour effet que de le retarder astérisque 5. Hormis ces réalités sordides, les protocoles semblaient plus invraisemblables que jamais. Les congressionnistes, si on en croyait Weizmann, ne s'intéressaient en rien à des projets de domination du monde, mais plutôt à trouver une patrie, désir compréhensible de la part d'un peuple depuis longtemps dépossédé. Cette fin méritait-elle la mort d'une femme? Et si vous parliez du Premier ministre au docteur Watson, dit Holmes au chimiste. Mon regard alla de l'un à l'autre. Quel Premier ministre? L'actuel. Arthur Balfour. Je ne pus masquer la surprise dans ma voix. Que vient faire Balfour dans cette histoire? Weizmann sourit modestement derrière ses improbables lunettes. En sus d'être le Premier ministre, Sir Arthur est également le député de Manchester-Est, raison pour laquelle nous nous sommes rencontrés. J'ai l'honneur de compter Sir Arthur au nombre de mes amis. Le projet d'une éventuelle future production de masse de l'acétone sur lequel je travaille actuellement pour le gouvernement britannique y est certainement pour quelque chose. Mais j'ai eu plus d'une fois l'occasion de discuter de « comment l'appeler ?» La question juive avec Sir Arthur. Chacun des mots que prononçait cet homme remarquable était plus fascinant que le précédent. Et que pense Sir Arthur? Le professeur hésita puis haussa les épaules, comme pour dire, quand le vin est tiré. Il ne le déclarera pas publiquement pour l'instant, mais Sir Arthur m'a assuré que le gouvernement de Sa Majesté serait favorable à la création d'un foyer national juif. En Palestine, ajouta doucement Holmes. Il ne le clamera pas sur la place publique, répéta le professeur. Et bien sûr, tout le monde ne partage pas cet avis. À propos de la Palestine, j'entends. L'idée d'une patrie arrachée au Moyen-Orient semble irréaliste à maint conférant, qui soutiennent d'autres lieux. Comme Madagascar. Vous êtes-vous fait un avis?
Le professeur se tourna vers Holmes. Échangeriez-vous Londres pour le Saskatchewan? Demanda-t-il avec un sourire. Holmes vit qu'à ce stade j'étais sous le choc. Watson, nous avons surchargé votre cerveau de données, mais vous avez certainement vos propres informations à nous communiquer. J'avoue que ce fut avec soulagement que je m'éloignai des eaux troubles de la politique internationale pour un terrain plus sûr, celui de mes propres expériences récentes. Méthodiquement, donc, je présentais ce que Constance et moi avions découvert, montrant aux deux hommes mes copies écrites à la main des 2 paragraphes originaux que Constance et moi avions comparés. Weizmann écouta avec la plus grande attention, mais l'existence des protocoles ne sembla pas le surprendre. Ils ont été publiés dans un journal russe, nous informa-t-il. Holmes se redressa en entendant cela, yeux grands ouverts et brillants. Ah, la clé, s'exclama-t-il. L'élément manquant. Vous vous rappelez que Cuvier insistait pour dire qu'on pouvait déduire l'ensemble d'un squelette à partir d'un seul os. Holmes prit les 2 passages que j'avais recopiés et les examina très minutieusement. Vous apprenez, Watson, cette donnée explique ces modifications terminologiques apparemment superflues que vous avez si habilement remarquées. Je tentais de masquer ma fierté devant cet éloge. Pendant des années, Holmes s'était moqué de moi, disant que je voyais, mais n'observais pas. Et justement ce matin, pendant qu'une révolution avait lieu en Russie, Constance m'avait dit que j'étais éblouissant. Quelle journée! Comment cela? Parce que, mon cher, la version française des protocoles n'a pas été rédigée à partir du pamphlet original de Monsieur Joly sur Machiavel et Montesquieu. Il semble plutôt à présent que ce que Mycroft nous a montré était la traduction française d'un texte russe. On doit à un précédent traducteur le choix de mots comme pernicieux, à la place d'abject, et ainsi de suite. Professeur, comment s'appelait le journal ayant imprimé ces protocoles? Weizmann haussa les épaules en geste d'excuse. Cela remonte à plusieurs années, une de ces feuilles de chou emplies de haine qui fleurissent en Russie. Qui a maintenant fait son apparition à Paris en français, déclara sombrement Holmes. Holmes, c'est brillant, concédai-je, avant de demander, me sentant toujours dans l'obligation d'éblouir, mais comment pouvez-vous affirmer que la traduction que Mycroft nous a remise a été réalisée à partir du russe et non d'une autre langue? Élémentaire, mon cher Watson. La preuve que vous avez manqué est la substitution étrange du mot tsar par empereur. L'auteur de la version qui vous a été remise, quel qu'il soit, écrivait les protocoles pour un lectorat russe. CQFD. Le professeur nous regarda l'un après l'autre de ses yeux strabiques. A-t-on assassiné Theodor Herzl? Demanda-t-il. Holmes choisit de ne pas répondre. Puis-je poser une dernière question? Préféra-t-il demander. Le professeur accepta la dérobade sans sourciller. Vous pouvez. Sont-on laissé penser qu'il ne garantissait aucune réponse? Votre accent, à ce que j'entends, est slave, matinée de teuton. Il ne s'agit pas d'une question, répondit l'autre en souriant. Pourtant, vous vous appelez Charles, qui n'est ni russe ni allemand. Cette fois-ci, la question était au moins sous-entendue. Excellent, monsieur Holmes. D'aucuns avaient du mal à prononcer mon prénom, donc je l'ai anglicisé. Mon nom, je ne dirai pas de baptême, est Chaim *6. Chaim, répéta le détective, s'efforçant d'imiter sa prononciation gutturale. Qui signifie « vie » en hébreu. Dehors, en quête d'un taxi, je me demandais à voix haute comment Houdini avait réussi à faire sonner les cloches silencieuses du Kremlin pour le tsar. Très simple, répondit Holmes. Il a demandé à un acolyte, équipé d'une carabine Mannlicher munie d'un silencieux et d'une lunette, de tirer sur les cloches depuis une cachette, peut-être un appartement vide voisin. Cela ne pouvait être qu'une carabine, ajouta-t-il. Ils n'auraient pas pu démonter une arme plus grande pour la cacher dans leur bagage. Je dévisageais mon compagnon. Vous le savez. Il haussa les épaules. Je le déduis. Astérisque 1. Je trouvais ces notes, de la même écriture, sur une autre feuille glissée à cet endroit entre les pages du journal.
J'ignore si c'est là qu'elles devaient s'insérer, et même s'il les y avait mises, mais j'hésite à les déplacer ailleurs. Astérisque 2. Louis-Napoléon, un aventurier sans scrupules au goût de luxe qui se prétendait le neveu de Napoléon Bonaparte, prit le nom de Napoléon III à la suite d'un coup d'État en 1851. Vaincu par la Prusse, il fut déchu du pouvoir en 1870. Astérisque 3. La mutinerie aurait été déclenchée car les rations alimentaires grouillaient d'asticots. Astérisque 4. La diathèse désigne une maladie préexistante. Astérisque 5. Après la mort, en 1939, de l'un des principaux intéressés, Watson relata l'affaire dans La solution à 7%, Archipoche, 2014. Astérisque 6. Le professeur Chaim Weizmann devint le premier président d'Israël en 1949. 5-1 et Abel pendant le restant de la journée, Constance Garnett et moi besognâmes dans son box du musée dépourvu de fenêtres, charitablement appelé « bureau », nous débattant avec ses interminables pamphlets, chacun plus pénible que le précédent, jusqu'à l'heure de la fermeture. À un moment, cherchant à me réveiller, je pris une cigarette. « S'il vous plaît, non », implora ma collaboratrice. Je soupirai et rangeai le tabac dans son étui en étain, et nous reprîmes notre labeur. Le dialogue de Joly avait le mérite douteux d'être authentique, et sa colère face à cette caricature de Louis-Napoléon et ses ambitions grosstarkiennes astérisques était compréhensible, mais là, Joly n'était pas un écrivain, et au vu de sa prose, si dense et répétitive, je me demandais si d'autres lecteurs que les censeurs de l'empereur avaient réellement achevé de lire sa catilinaire. En revanche, les 24 protocoles présentaient le défaut non seulement de répéter largement l'idéologie tendancieuse de Joly, très souvent mot pour mot, mais de la coupler ad nauseam à une thèse odieuse. L'idée que Mycroft détenait quelque part 300 pages supplémentaires de la même veine était si effroyable que je ne pouvais l'envisager, leur acrimonie uniquement éclipsée par leur inébranlable platitude. Qu'avons-nous donc obtenu en récompense de nos efforts ? Demanda Constance, repoussant en vain les mèches fuyantes de ses cheveux indisciplinés alors que l'horloge approchait des 17 heures. Nous avons démontré sans l'ombre d'un doute, répondis-je en m'adressant en imagination à un jury fantôme et en recourant à une phraséologie juridique plaisante, qu'en toute vraisemblance, l'essentiel de ces misérables protocoles fut, comme vous le devinâtes avec autant de perspicacité, chippé à Maurice Joly, avec la substitution a priori aléatoire de synonymes jetés pêle-mêle dans le texte. Votre travail sera rémunéré, lui rappelai-je. Je ne vois pas comment, répondit-elle sèchement. La nuit était déjà tombée quand les agents d'entretien regardèrent avec une impatience non dissimulée Constance refermer son placard, car il était difficile de l'appeler autrement, et nous fûmes poussés, avec d'autres tout aussi réticents à quitter les lieux, vers l'entrée principale. Dehors, je fus accosté par un porteur de télégrammes à bicyclette, qui s'approcha des portes du musée au moment où elles étaient verrouillées derrière nous. Watson, lut-il sur l'enveloppe. John Watson. Dr. John Watson. Oui, concédai-je d'un ton prudent. Allais-je recevoir une communication de mon épouse? Le gamin me remit l'enveloppe sur laquelle était gribouillé mon nom et, en dessous, l'adresse du British Museum. Avec une prémonition soudaine, je sus, avant même de l'ouvrir, d'où elle venait. Diogène. 19 heures, c'était tout ce que contenait le télégramme. Il n'émanait pas de Juliet, c'était déjà bien. Mes épaules se détendirent. Repartez-vous à Pimlico? Demanda Constance. Et là, non. Puis-je vous déposer? Proposai-je, cherchant à me racheter pour le travail ennuyeux qu'elle avait si consciencieusement réalisé. Je cherchais un mode de transport, mais il était impossible à cette heure-ci de trouver fiacre ou taxi. Ne soyez pas bête. C'est à 2 pas. Elle m'embrassa sur la joue et partit pour Bedford Place. Il faisait froid, mais c'était revigorant après des heures de confinement dans une cellule sans air. Homme marié sérieux et, de surcroît, médecin suivant des horaires réguliers, je savais où j'étais censé être et n'étais de toute évidence pas. Mais à ce stade,
J'avais tellement brillé par mon absence et ma négligence que je n'osais plus appeler Juliet et me réfugiais derrière un télégramme de mon cru. Puisque le garçon était resté dans les parages en espérant un shilling et demandait s'il y avait une réponse, je lui répondis par l'affirmative. J'envoyai mon message à Juliet, promettant une fois encore de tout expliquer le moment venu et la suppliant d'être patiente. Il faudrait bien que je m'attelle à ce problème plus tard, et cette idée était loin de me réjouir. Ma principale difficulté pour le moment relevait de la question du transport.